Ce soir, l'Organisation des Nations unies vote massivement pour l'arrêt des violences en Ukraine. L'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, est avec nous. On analyse la réaction du Canada à l'invasion russe en Ukraine avec Frédéric Méran, directeur du Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal. Et dans la foulée de ce conflit, le Canada doit-il relancer le secteur pétrolier? On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 7 de l'invasion en Ukraine, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté par une très forte majorité une résolution qui exige de la Russie qu'elle cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Et alors que le G7 s'apprête à imposer de nouvelles sanctions au régime de Vladimir Poutine, Justin Trudeau admet que le Canada pourrait en subir des impacts économiques. Le premier ministre s'est même montré ouvert à compenser les entreprises canadiennes qui seraient touchées par de nouvelles sanctions. Si on crée des sanctions sur d'autres pays, ça a évidemment un coût chez nous. C'est comme ça que le commerce international fonctionne. Mais c'est aussi très clair que nous devons imposer ces sanctions parce que ça, au total, ça va faire beaucoup plus mal à la Russie, puis ça va, on l'espère, convaincre Poutine de renverser ses décisions. Oui, il va y avoir des industries et des gens qui vont être affectés. On va voir ce qu'on peut faire pour compenser. Mais on sait aussi qu'on a des amis, des partenaires, des alliés en Europe qui, eux, vont en souffrir encore plus. Et notre préoccupation, c'est d'être là les uns pour les autres. Sur ce, je retrouve à New York Bob Rae, qui est ambassadeur du Canada à l'ONU. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Esther. Vous avez assisté aujourd'hui à cette session extraordinaire de l'Assemblée générale au cours de laquelle on a voté massivement en faveur du retrait immédiat des troupes militaires russes en Ukraine. Vraiment un résultat sans équivoque. 141 nations sur 193 ont voté pour. C'est un vote qui est hautement symbolique. Est-ce que ça va avoir un effet sur la suite des choses, selon vous? Oui, je pense que naturellement, c'est un vote de l'Assemblée générale, alors nous n'avons pas exactement la capacité de gérer les choses. C'est une assemblée de tous les pays. Mais ça représente l'opinion, si vous voulez, l'opinion publique. Franchement, je crois que si on a eu le vote il y a peut-être 2 semaines, on n'aurait pas eu le même niveau de réponse. Si vous voyez sur l'écran, non seulement le vote, mais la positivité dans la Chambre en veille, le débat et la détermination des pays de travailler ensemble. La Russie est bien isolée par le vote. 5 seulement, c'est extraordinaire de voir une telle isolation. Beaucoup de pays que nous avions peut-être pensé aller voter avec la Russie, non pas. Il y a des abstentions là qui reflètent, je crois, une certaine incertitude parce qu'ils ne veulent pas créer des problèmes bilatéraux qu'ils ont avec les Russes, mais en même temps, ça représente du progrès. Et ça donne au secrétaire général, je crois, un mandat de vraiment commencer à s'engager beaucoup plus directement avec les autres pays, les 2 pays, naturellement l'Ukraine et la Russie, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à une meilleure situation, parce que à présent, la situation est absolument terrible. Oui, parce que effectivement, pendant ce temps-là, sur le terrain, la situation se détériore. Il y a quand même une nouvelle ronde de pourparlers qui se prépare entre les délégations russes et ukrainiennes. On sait qu'il y a déjà eu une première rencontre lundi. Cette fois, les Russes affirment qu'un cessez-le-feu serait au menu des prochaines rencontres de demain, donc la rencontre de jeudi. Est-ce que vous croyez, vous, que ce conflit peut encore se régler par la diplomatie? Oui. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est la diplomatie vue largement dans une définition peut-être un peu plus large, parce que on a l'impact des sanctions. Alors, ça met la pression sur la Russie. L'économie russe est dans une très mauvaise condition et tout le monde le sait. Ça a bien touché la stabilité de la Russie. Il y a des alliés de la Russie qui veulent voir une fin à
cette approche tellement violente qu'ils ont pris envers l'invasion, les vies qui ont été perdues, les enfants, les hôpitaux, les garderies, etc. C'est abominable, c'est terrible. Et il y aura des conséquences là-bas pour les crimes de guerre. Et on verra avec les cours ce qui va arriver. Mais c'est une réalité de notre temps que les pays doivent se rendre compte. Pour ce qui est Alors moi, je pense que oui, je pense que la négociation peut marcher, mais ça dépend beaucoup, naturellement, de la volonté des deux pays. D'abord, la Russie, qui est le pays qui a effectivement commencé l'invasion, et aussi l'Ukraine, où ils ont des choix à faire aussi, de sens que qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter comme étant une solution réaliste et une solution qui reflète le plus grand intérêt de leur population et le fait qu'ils vont rester les voisins de la Russie. On peut pas les prendre de voisinage où ils sont. Alors, il n'y a pas le choix qu'ils doivent essayer de trouver une façon de se débrouiller avec un pays très difficile. Ça, c'est la réalité de la situation. Entre-temps, bon, évidemment, vous êtes ambassadeur du Canada à l'ONU. J'aimerais vous entendre sur le rôle du Canada dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Parlez-nous des efforts du Canada, justement, à l'ONU, derrière les portes closes pour lutter contre l'invasion de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se fait au juste par le Canada? Eh bien, nous sommes très énergétiques. Nous avons des bonnes relations avec beaucoup de pays, la grande majorité des pays. Nous avons fait un effort avec nos partenaires, disons nos amis, qui étaient là pour faire face aux problèmes. Mais ce que moi, je pense que peut-être, mais c'est mon background politique, on doit reconnaître que c'est pas seulement les gens que nous sommes habitués à travailler avec, les Européens, les Américains, les Britanniques, etc. Et on a dû élargir notre sens de qui sont nos partenaires. Alors, en Amérique latine, on a bien travaillé fort. Dans le Moyen-Orient, on a travaillé très fort avec nos amis, et en Afrique. Ouais. Et là, je crois et en Asie, mais on a fait un effort en général, avec une bonne équipe, et si je peux dire, c'est presque comme une campagne qu'on doit faire. On doit avoir qui va parler avec qui va parler avec ça. Et puis, autrement, le Canada, comme beaucoup d'autres pays, ils ont parlé dans les capitaux du monde. Ils ont parlé avec chaque capitale. Nos ambassadeurs, nos diplomates, partout dans le monde, ont fait un grand travail pour arriver à nous dire oui, ils vont voter, non, ils vont pas, ils pensent ça, ils veulent vous entendre sur cette question-là, etc. Je veux revenir avec vous sur le discours de l'État de l'Union du président Biden hier. M. Biden qui a mentionné, entre autres, justement le Canada, qui a joint sa voix à la communauté internationale pour exprimer sa solidarité envers l'Ukraine. Le président Biden s'est montré aussi très combatif envers le président Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours du président Biden hier, en très peu de temps? Un bon discours. Moi, j'ai pensé que c'était un bon discours. Elle avait un focus qui a répondu à la situation présente en Ukraine, mais aussi qui a parlé de la situation domestique. C'est parce qu'il faut comprendre que les présidents, ils doivent toujours faire attention, comme notre premier ministre d'abord, à la population qui ont voté pour lui. Parce que, et il doit répondre à eux. Alors, un bon speech, moi, je pensais. Le président Biden a aussi louangé le courage et la détermination du peuple ukrainien. Oui. Jusqu'à quel point ce courage de ce peuple ukrainien et de son président aussi, Volodymyr Zelensky, ça incite justement, ou je dirais ça motive l'ONU à vouloir en faire plus pour l'Ukraine? Oh, ça a bien changé la situation. Je crois que la résistance, la détermination, le courage de M. Zelensky et de toute la population, et puis la capacité de l'armée. Je crois que les Russes ils ont sous-estimé deux choses. D'abord, la détermination de la population ukrainienne, et deuxième, la solidarité de l'Europe et des États-Unis, l'équipe de l'Ouest, l'équipe démocratique, si vous voulez. Il a sous-estimé notre solidarité.
Et on a vu avec le changement dans la politique des Allemands, des Néerlandais, des autres qui ont décidé de donner des fusils et de la capacité militaire nécessaire pour les Ukrainiens, un changement de politique très important. Et ça a créé un momentum pour mettre la pression sur la Russie et aussi, je crois, mettre la pression sur les gouvernements, nos propres gouvernements, de faire plus. On verra ce que ça va. Je crois qu'on va voir cette semaine des nouvelles annonces chaque jour, parce que les gens sentent la nécessité de répondre plus rapidement. Évidemment, on continue à suivre ce conflit de très près. Bob Rae, ambassadeur du Canada à l'ONU. Merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. Je poursuis l'analyse, cette fois avec Frédéric Méran, qui est directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Esther. Bon, je vais poursuivre avec vous sur le rôle du Canada dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu, on le sait, plusieurs sanctions prises par le Canada. On s'attend à ce qu'il y en ait d'autres sous peu. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse générale du Canada face à ce conflit jusqu'à maintenant? Bon, d'abord, on peut dire que le Canada a été un des premiers pays à mettre de l'avant l'agression de la Russie en Ukraine et l'importance de se mobiliser collectivement contre cette agression. Le deuxième point, c'est que le Canada est aujourd'hui très bien aligné sur l'ensemble de la communauté occidentale, essentiellement les États-Unis et l'Europe, qui adoptent des sanctions tout à fait comparables et compatibles avec celles du Canada, c'est-à-dire qui mènent à la fois à isoler la Russie sur le plan économique, à toucher son économie de manière très, très sévère, à isoler également la Russie sur le plan diplomatique et à apporter une aide sous forme, par exemple, d'armes à l'Ukraine, sans évidemment être impliqué sur le terrain, ce qui aurait des conséquences évidemment beaucoup plus graves. Oui, parlons-en justement de ce qui se passe sur le terrain, parce que les délégations russes et ukrainiennes s'apprêtent à se rencontrer pour une deuxième ronde de pourparlers. La Russie avance même la possibilité d'un cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous espérez de ces nouvelles négociations de votre côté? Honnêtement, pas grand-chose. Si la Russie cherche un cessez-le-feu, c'est essentiellement pour regrouper ses troupes et se donner plus de temps pour poursuivre dans l'atteinte d'un objectif qui n'a pas changé pour Vladimir Poutine. Il s'agit à la fois de détruire toute la capacité militaire de l'Ukraine et de renverser le gouvernement. Tant qu'il n'aura pas renversé le gouvernement Zelensky, il est improbable que la Russie accepte de faire des concessions réelles. Elle continuerait à occuper, en tout cas, une partie importante déjà du territoire de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez encore que ce conflit peut se régler par la voie diplomatique? Je pense que la page de la diplomatie en ce moment est tournée. L'Europe, les États-Unis, le Canada sont dans une logique essentiellement d'isolement de la Russie. Probablement que deux endroits vont permettre de faire évoluer la situation. D'abord, les forces armées russes en Ukraine vont-elles réussir rapidement à prendre Kiev et une partie importante du territoire de l'Ukraine ou vont-elles s'enliser? Ça changerait les choses. Et évidemment, on va être attentif à ce qui se passe en Russie, puisque le gouvernement de Poutine ne semble pas jouir de l'appui populaire ou de la liesse auquel il s'attendait. Il y a de la contestation dans la rue, mais également au sein des élites russes. Et donc, peut-être que ça pourrait influer sur la position de Vladimir Poutine. Mais de manière générale, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a matière à être perplexe quant aux chances de la diplomatie. Oui. Parlons maintenant des conséquences de ce conflit sur le Canada. Bon, on le disait, le Canada qui a emboîté le pas aux sanctions internationales contre la Russie. Des sanctions, qu'il faut le dire, sont d'une sévérité quand même sans précédent. Quel impact ce conflit pourrait avoir sur le Canada, je dirais, à moyen et à plus long terme? Sur le Canada, l'impact ne sera pas très important, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Pour les Européens, l'impact est énorme parce que leurs économies sont davantage intégrées à celles de la Russie, parce qu'il y a la question énergétique, évidemment, qui les touche, même si pour le moment, il n'y a pas de sanctions sur l'approvisionnement de gaz. Donc, pour le Canada, on peut dire qu'on est dans une position où
on n'a pas à beaucoup souffrir d'être exigeant dans notre politique de sanctions. Ce sont les Européens, pour l'instant, qui jouent le rôle déterminant. J'ajouterai un autre point. Aujourd'hui, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution non, évidemment, contraignante qui condamne la Russie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a que 4 États dans le monde qui ont soutenu la Russie. Il y a beaucoup d'abstentions. Mais il y a un front très large qui va de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe et d'une partie de l'océan Pacifique pour condamner l'action de la Russie. Le Canada fait partie de cette très large coalition. Oui, la Chine qui s'est abstenue notamment de voter, on vient d'en parler avec l'ambassadeur du Canada à l'ONU, M. Ray. Je veux vous entendre, Frédéric, sur le rôle de l'OTAN dans tout ça. L'Ukraine, on le demande maintenant à l'OTAN d'établir une interdiction de vol au-dessus du ciel ukrainien. Ça semble très délicat. Est-ce que ça vous semble réaliste? Quels pourraient être les impacts possibles de ça? Ce serait très grave. Quand on parle de zone d'interdiction en Ukraine, et il ne faut pas confondre ça avec l'idée d'empêcher les avions civils russes de voler sur le territoire européen ou canadien. Ça, c'est acquis, c'est une sanction importante, mais ce n'est pas de même nature que l'interdiction de vol des avions de chasse russes sur les territoires ukrainiens, parce que ce que ça voudrait dire, c'est que ça mettrait en conflit direct des forces de l'OTAN et des forces russes. Et là, on est dans une situation de guerre, donc je pense que c'est ce qu'il faut absolument éviter à ce stade-ci. Il faut également éviter de possibles accidents qui mettraient en opposition des forces de l'OTAN et des forces russes. Est-ce qu'il y a un moment où l'OTAN pourrait dire « assez, c'est assez, on va s'impliquer directement dans un affrontement militaire avec la Russie ». Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir pour l'OTAN? Oui, mais c'est celle que vous venez de décrire. Même si l'Ukraine est clairement un pays qui est agressé par son voisin et a le droit international pour lui, même si les sanctions qui sont adoptées jusqu'à maintenant à l'endroit de la Russie sont très importantes, vont probablement s'accentuer, il ne faut pas oublier que la Russie, c'est une puissance nucléaire. Ouais. Et que le président Poutine lui-même a ouvert la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Et donc, c'est un scénario qu'on ne peut pas imaginer. Oui, parce que, bon, il y a plusieurs personnes qui s'interrogent sur l'état de santé mentale de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette menace nucléaire de la Russie? Écoutez, je ne connais pas Vladimir Poutine, mais c'est sûr qu'en ce moment, ils veulent dissuader, intimider essentiellement le reste du monde de se mêler de l'affaire ukrainienne. Il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été lancées dans toutes les directions. Évidemment, la menace d'utiliser l'arme nucléaire, c'est surtout pour faire peur. Ça pourrait aussi prendre la forme, par exemple, d'une opération plutôt tactique ou d'un usage plutôt tactique des armes nucléaires qui n'aurait pas des conséquences globales, mais qui lancerait le message très clair que la Russie est sérieuse et elle est prête à tout pour préserver sa zone d'influence. Donc, moi, c'est vraiment un langage qui m'inquiète, mais qui n'est pas étonnant au regard des actions absolument inouïes que la Russie a menées jusqu'à maintenant en Ukraine. C'est pas rassurant, en tout cas. Frédéric Mérand du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, merci beaucoup de vos lumières. Merci. Merci, bonne soirée. On va maintenant parler de la réponse du Canada à ce conflit en Ukraine avec notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe et pour le NPD, Niki Ashton. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. C'est la première fois, en fait, qu'on se parle depuis le début du conflit. Il y a maintenant une semaine, le Canada, on le sait, a annoncé toutes sortes de mesures, des sanctions aussi très sévères à la suite de cette invasion. Il y a des conséquences économiques chez nous. Je vais vous demander de façon générale, d'abord à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement canadien jusqu'à maintenant à ce conflit? Pierre Paulus, des conservateurs, je vais commencer avec vous. Oui, très honnêtement, on est satisfait de la réponse du gouvernement Trudeau. On aurait pu avoir un peu d'hésitation, puis il n'y en a pas eu. Donc, on a eu une collaboration internationale directe avec les partenaires américains, surtout d'Europe. Donc, pour ça, là-dessus, on est très satisfait. Et en plus, la demande d'envoyer des armes, ça fait quelques semaines déjà qu'on en parlait, même avant le début du conflit directement. On demandait d'envoyer des armes à l'Ukraine et ça a été fait. Donc, pour nous, le début se déroule à notre goût. Donc, c'est bien parti. Alexis Brunel-Duceppe du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ben, même chose. On est satisfait. On est d'accord avec les sanctions qui ont été posées. Ça a été fait rapidement. Et sincèrement, je pense que tous les parlementaires ne doivent pas se servir de ce genre d'événement pour marquer des points politiques. Et je suis agréablement surpris
tous les partis politiques qui sont présents à la Chambre des communes, de la façon dont ils ont agi. Et franchement, là, c'est une belle réponse. Et nous, je pense qu'on reste en mode collaboration, en mode proposition pour bonifier la réponse du gouvernement. Et je pense que c'est accueilli aussi favorablement de l'autre côté de la Chambre là, lorsqu'on fait des propositions. Donc, je suis vraiment satisfait. Nikki Ashton du NPD, vous êtes satisfaite de votre côté également? Ce qu'on a dit clairement, c'est qu'évidemment, ça c'est une crise humanitaire et il faut reconnaître. On ne croit pas que le gouvernement du Canada fait assez à ce sujet. On sait que déjà 870 000 personnes sont parties de l'Ukraine. Le Canada a promis qu'on va aider à que les gens viennent chez nous, mais il ne prend pas les actions qu'il faut pour le faire. Par exemple, on est en train au NPD de demander que les visas qui ont besoin, les gens de l'Ukraine pour venir chez nous doivent être, on doit les laisser tomber pour que les gens puissent venir aussitôt que possible. On sait qu'il y a des grandes communautés ukrainiennes, des familles à travers le pays qui attendent à ce qu'on fasse cela pour qu'on puisse vraiment amener le monde ici. C'est clair, on a besoin des sanctions, mais aussi supporter les entreprises ici au Canada qui vont être frappées par cela aussi. Bon, Rachel Bandayan, des libéraux, vous venez justement d'entendre Nikki Ashton. Est-ce qu'on va alléger justement la bureaucratie pour les Ukrainiens qui veulent venir au Canada, notamment là, pour se réfugier? Est-ce que votre gouvernement va faire quelque chose là-dessus? C'est la prochaine étape. Mais déjà, on accueille des milliers d'Ukrainiens et le ministre Fraser va avoir plus à dire au sujet de notre système d'immigration afin d'alléger le processus et de s'assurer que ça se fait le plus rapidement possible. Mais pour revenir, je rejoins mes collègues en disant que nous travaillons tous ensemble en Chambre afin de s'assurer que notre réponse soit forte, claire et a un impact sur le terrain. Et on voit d'ailleurs que les sanctions économiques, par exemple, qu'on a imposées ont du mordant. C'est la 3e journée d'affilée que le marché boursier russe est suspendu. Le rouble est en baisse de 30%. Ça a un effet. Et bien entendu, on a envoyé l'aide militaire défensive, on a envoyé l'aide militaire létale. C'est arrivé à temps pour être utile lors de l'invasion de la semaine dernière et on continue. Bon, alors il semble y avoir unanimité justement sur le début de cette réponse du Canada jusqu'à maintenant, en tout cas, à ce conflit en Ukraine. Là où il y a moins d'unanimité, c'est sur le débat auquel on assiste depuis quelques jours à la Chambre des communes sur le pétrole canadien. On le voit, les pays européens dépendent énormément de la Russie pour leur approvisionnement. Bon, il y a toute la question de savoir si le Canada devrait relancer le secteur pétrolier pour en vendre plus à ses alliés et dépendre moins des autres. Au Parti conservateur, Pierre Paulus, en plein conflit en Ukraine, vous demandez qu'on construise des pipelines pour arrêter de dépendre en fait du pétrole des autres pays. Mais le Canada, on le sait, on n'importe pas beaucoup de pétrole de Russie depuis 2019 et vient même de le bannir. Pourquoi vous demandez ça maintenant? Premièrement, l'importation, il y en avait 18 millions de barils par jour, si je ne me trompe pas, juste avant. Mais il reste que il y a des façons de voir les choses différemment après. Ce que l'attaque de la Russie en Ukraine nous démontre, c'est que, premièrement, la Russie est un ennemi clair de l'Europe, est un ennemi de l'Occident. Et là, on a une dépendance. L'Europe a une dépendance sur le gaz naturel, le gaz qui vient à 40% de la Russie. Donc, pourquoi est-ce que le Canada s'empêcherait de devenir un partenaire pour pouvoir exporter sa ressource naturelle, exporter surtout le gaz naturel, qui est une source de chauffage, c'est un besoin énergétique. Il faut arrêter de se faire des lubies. Là. Oui, l'environnement, on y croit au changement climatique, on croit qu'il va y avoir des choses à faire dans le futur, mais il reste qu'à court terme, on voit les Européens ont besoin de gaz pour se chauffer. Et en plus, le gaz naturel peut remplacer les usines de charbon qui sont très polluantes. Donc, le Canada a des ressources naturelles qui peuvent aider la planète. Et pourquoi ne pas, en ayant les yeux ouverts aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là? Je pense qu'il faudrait avoir réalisé comment ça se passe dans la vraie vie et y aller. Au Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe, votre position à vous est complètement différente là-dessus. Écoutez, on est en train de
excusez-moi de le dire, là, mais de perdre du temps de parler des choses importantes sur ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, excusez-moi, mais les projets pétroliers qu'on voudrait mettre en branle, ça prendrait 2-3 ans minimum là, pour être construits. Je pense pas que c'est ça présentement qui va aider les Ukrainiens sur le terrain. Les Ukrainiens ne demandent pas à ce qu'on parle de pipeline puis de gaz naturel puis de pétrole canadien présentement. Les Européens non plus. Les seuls qui en parlent présentement, c'est les lobbyistes de l'industrie pétrolière canadienne. Ça se comprend. Ce qui me désole, c'est que certains politiciens tombent dans le panneau. Donc, présentement, ce qu'il faut, et là, je rejoins ma collègue Ashton là-dessus, ce qu'il faut parler, c'est des visas, lever les visas présentement. Il y a une proposition du Bloc aussi qui est sur la table que j'ai envoyée à mon collègue Sean Fraser, de dire, maintenant, il faut que les Ukrainiens qui sont déjà ici, qui avaient des permis de séjour ici, que ces permis-là soient prolongés d'au moins 6 mois, sinon plus, parce que ces gens-là, évidemment, on ne peut pas les renvoyer dans leur pays à l'heure actuelle. Donc, ça c'est des propositions concrètes qui peuvent aider les gens maintenant. Là, quand on parle de gaz et de pétrole sur des projets pétroliers, mais ça, on n'est pas contre ça, je veux dire, ça n'a pas de sens. Là, présentement, c'est pas de ça qu'il faut parler. Allez-y, Pierre Paulus, rapidement, parce qu'il faut vraiment passer. Ce que je veux dire, c'est que je suis absolument pas contre l'idée d'aider maintenant sur le terrain, mais il reste on peut-tu se préparer d'avance? On peut-tu regarder, on a énormément de problèmes au Canada de défense, on le voit dans le Nord-Ouest, on a des problèmes de sécurité nationale, on a des problèmes de construction des jets, de construction navale, puis là, il arrive des situations comme on vit actuellement en Ukraine et on voit qu'il y a une réalité qui se peut. On est toujours en retard. C'est sûr que là, de commencer à parler de pipeline pour l'Ukrainien aujourd'hui, ils s'en foutent pas mal. Mais il reste que nous, d'un point de vue national, on peut commencer à penser d'avance et à pas attendre dans 4 ans? Bon, il reste quelques secondes. C'est possible d'attendre au moins la fin du conflit. Non, mais je veux donner la parole à Rachel Bandayan des libéraux. Quelle est votre position, justement, sur le développement de la relance du secteur pétrolier? Bien, je vais commencer en disant qu'on fait face aussi à une crise climatique. Alors, il faut tenir ça en compte, mais je dirais aussi que le Canada importe pas de gaz naturel de la Russie, c'est l'Europe. L'Europe importe à peu près 40% de leur énergie de la Russie. Il faut trouver une solution à ça. On est très à l'affût de cette situation et le Canada veut et va faire partie de la solution. Mais honnêtement, je suis tout à fait d'accord. L'urgence en ce moment, c'est en Ukraine et il faut faire face à la guerre en Ukraine en ce moment parce que c'est quand même une question non seulement de l'ordre international basé sur les règles, mais aussi ça en va à notre sécurité nationale ici au Canada. Ouais, Nikki Ashton, pour terminer, votre position au NPD sur la relance du secteur pétrolier, qu'on s'en doute quand même un peu, allez-y. On voit que le Parti conservateur devient de plus en plus déconnecté avec la réalité, soit ici au Canada et à travers le monde. C'est un jeu politique très préoccupant de voir qu'il trouve que maintenant, c'est le moment de parler du pétrole canadien. Tout à fait. On vient d'entendre un rapport hier qui parle de comment sérieux le changement climatique est maintenant. Et ça va devenir de plus en plus sérieux. C'est pas le temps maintenant ni demain de parler d'élargir nos projets basés sur le pétrole, mais soyons clairs que le peuple ukrainien a besoin de l'aide maintenant, de l'aide que le Canada peut livrer, de l'aide humanitaire, et c'est là où il faut mettre le focus. Ouais, les conservateurs qui sont donc assez isolés sur cette question. Pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, c'est tout le temps qu'on a, Pierre Paulus. Je sais que vous auriez voulu ajouter quelque chose, mais on n'a plus le temps. Peut-être la prochaine fois. Pour le Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe et pour le NPD, Nikki Ashton. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 2 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.